envie de faire quelque chose sur les béziers courbes, et aussi les mettre en parallèle avec les géométries de notes pour voir ce que l'on peut faire. Alors, déjà j'ai choisi de vous montrer un petit peu un exemple de ce qu'on peut faire avec des curves. Alors voilà, on est parti d'une curve. Alors une curve, bah, c'est tout simplement une ligne avec des tangentes. On parlera de ce que c'est des tangentes après. Et puis vous voyez ici, bah, je suis capable de faire cette poterie à partir de cette ligne-là, mais aussi de deux autres curves, celle-là qui est un peu le profil latéral, et celle-là qui est le diamètre, un peu du tuyau. Et alors, la chose extraordinaire qu'on peut faire avec les géométries de neuf, c'est que tout est amovible. Bien sûr, bon, celle-là, on peut lui changer un peu sa forme, vous voyez, CTRL Z, mais on peut aussi jouer avec beaucoup de choses. Alors, si, pardon, je me suis trompé, voilà, si, pardon, si je joue maintenant avec cette courbe-là, hein, vous allez voir que je peux changer, en mode edit, je peux changer la forme de mon vase, c'est-à-dire de ma poterie, très facilement. Et j'ouvre comme je veux, ou je ferme comme je veux. Si je veux aussi élargir le pied, je peux ici, vous voyez, gonfler. Au contraire, ici, rétrécir. Hein, je peux faire les tas de choses, changer les orientations, et ainsi de suite. Et puis, si je change et que je touche au diamètre du tuyau initial dans lequel je suis parti, un peu comme dans une poterie, hein, on part d'un tuyau et puis on fait cette forme, eh bien, si je pars ici, X, vous voyez, je peux faire des modifications de forme. Bon, c'est pas très judicieux ici, ou encore que, bon, ça peut être intéressant. Vous voyez, par exemple, ici, si je déplace, hop, je vais déplacer la forme de ma poterie. CTRL Z. Si je tourne ici, par exemple RZ, je vais déformer aussi, vous voyez, je vais faire un plat, je peux faire absolument ce que je veux. Hein. Alors après, bon, on se limite à notre imagination. CTRL Z. Voilà, c'est ce que je voulais montrer de ce qu'on pouvait faire avec les géométriques. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est aussi donner euh, un petit peu la manière dont ça fonctionne, parce que il faut un petit peu comprendre comment ça fonctionne pour savoir un peu ce que c'est qu'une courbe de Bézier. Alors, la première chose qu'il faut savoir, euh, c'est un peu théorique, on va se mettre dans un autre fichier, euh, RSN 3 points, voilà, et là, on va parler, alors, n'ayez pas peur, on va tout simplement parler de ce qu'on appelle, ça s'appelle les barycentres, hein. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est, voilà, hein, c'est un peu des mathématiques, on a deux points qui nous sont donnés, A1 et A2, et on veut décrire, hein, on veut qu'un troisième point, qui dépend d'un paramètre T, décrive le segment qui est entre A1 et A2. Ça va être ce qu'on appelle une, une première courbe de Bézier linéaire, c'est-à-dire d'ordre 1. Hein, pourquoi d'ordre 1? Parce que tout simplement, parce que c'est on va calculer la position de B1 de t par rapport à 1 et à 2, on va s'apercevoir que il n'y a que la puissance 1 de t qui intervient. Hein. T est un paramètre qui varie entre 0 et 1. Donc si on applique cette formule-là, c'est-à-dire que la position de B1 de t est calculée à partir de celle de A1 et de A2, en multipliant d'abord celle de A1 par 1 moins le paramètre, et A2 par le paramètre, et en faisant la somme, on obtient toujours que le point B se balade entre A1 et A2. Alors on va le voir sur notre petit dessin, qui est en réalité une représentation de ce que je viens de vous montrer, mais cette fois un peu plus dynamique. Alors ici, vous avez le paramètre T qui varie de 0 à 1, dont on va voir les valeurs s'afficher en dessous, si il veut bien, voilà, merci. Voilà. Et on va balader notre curseur entre 0 et 1. Alors moi je fais jouer l'animation, vous voyez que lorsque le paramètre se balade entre 0 et 1,
Eh bien, le point B, qui est calculé par la formule, hein, je vous rappelle, qui est donné ici, d'accord? Eh bien, ce point B se balade entre A1 et A2. Alors, on peut bouger A2, par exemple, ça n'empêche pas que le point B va se remettre sur A1 et A2 et va continuer à faire ses déplacements. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est pour 2 points. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'augmente un peu la complexité des choses et que j'essaye de passer à 2 points? Alors, je vais faire une petite bidouille. On va passer de 2 points à 3 points. Donc, je vais ouvrir 3 points, pardon. 3 points est là. Voilà, je vais cacher les 2 points. D'accord? Et je vais montrer les 3 points. Voilà. Cette fois, j'ai 3 points. D'accord? Alors, je reviens aux positions de départ. Voilà. Alors, l'idée, c'est, au lieu de faire promener, je voudrais une courbe qui soit un peu tangente ici et tangente ici. C'est-à-dire qu'en gros, elle part de A1 à A2, A1, A2, A3, soit en quelque sorte influencés les uns par rapport aux autres. Alors pour ça, c'est une méthode relativement simple. Voilà, donc là, je vous représente le passage entre à 2 points. Voilà ce qui va se passer, ce qu'on appelle une courbe quadratique, c'est-à-dire on va entre A1 et A2, on va faire passer une courbe par A1 et A2 qui soit tangente, qui soit contrôlée par un point A2, d'accord? Un point A2 qui va en quelque sorte contrôler la déformation de cette courbe de telle manière à ce que la droite A1, A2 soit toujours tangente à la courbe, la droite A3, A2 soit toujours tangente aussi à la courbe, et que la droite qui est obtenue à partir des B1 et B2, c'est-à-dire les mêmes points que j'ai calculés comme précédemment, hein, c'est-à-dire les points B, mais associés aux deux couples de points, eh bien ce segment-là on va calculer encore un barycentre, ça s'appelle comme ça, de ces 2 points avec la même technique. Et on va obtenir cette courbe qui a la particularité d'être tangente ici et tangente à ce couple-là, B1, B2. Donc, vous voyez, on a A1, A2, on a un barycentre qui est B1, A2, A3, un barycentre qui est B3, et B1, B2, un barycentre qui est C3. Et on obtient cette fameuse courbe qui est ce qu'on appelle une Bézier d'ordre 2. On va la voir se créer en direct sur l'animation de Blender. Alors, regardons. Donc on va faire partir tout doucement l'animation, voilà. Et vous voyez que au fur et à mesure que le coefficient t passe de 0 à 1, eh bien les points ici, les points que j'avais appelés B1 et B2, se déplacent respectivement sur les deux segments et entre B1 et B2, le point intermédiaire, c'est-à-dire ce que j'ai appelé C1 de T, se déplace et décrit cette fameuse courbe qui est ce qu'on appelle une quadratique. Voilà, une Bézier quadratique ou une Bézier d'ordre 2, comme on veut. Alors il y a plus fort, parce que ça c'est un point de contrôle. Et bien sur Blender, en particulier ici, dans lequel je fais la simulation, les Béziers ont 2 points de contrôle. Alors on va voir ce qui se passe. On va passer à 3 points. Pour ça, je vais faire appel à l'ensemble 4 points, pardon, 4 points, 4 points. Voilà, voilà. Voilà ce qui se passe en 4 points. Alors on va revenir au début. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en 4 points? Eh bien, je vais reprendre mes petits calculs. Alors, bon, pour ce qui est de 3 points, pour ceux qui aiment vraiment les mathématiques, eh bien, voici la mise en équation de la trajectoire de C1 de T et qui vous donne une sorte de justification de l'appellation courbe de Bézier d'ordre 2. D'accord? Regardez, vous avez B1 de T,
je vais descendre un petit peu. B1 de t qui est entre A1 et A2, il est calculé avec la même formule que le premier degré qu'on a vu ensemble. B2, même chose. Et C1 à partir de bah, sur le segment rouge. Maintenant, si je fais une substitution à l'intérieur euh, de C1, hein, c'est-à-dire je prends C1, vous voyez, il fait appel à B1, donc B1 je vais le remplacer par tout ça, et B2 je vais le remplacer par tout ça. Et puis je développe et je regarde ce que ça me donne. Eh bien ça me donne, si en particulier je factorise par T des puissances de T à chaque fois, j'obtiens ceci. Donc vous voyez, ça ce sont les points, hein, c'est une combinaison linéaire des points, et ça pareil. T2 ici, T et A1, donc terme en deuxième degré, terme en premier degré, terme de degré 0, et vous avez un polynôme de degré 2 qui définit C1 de T. C'est donc en gros un type parabolique. D'accord? Alors maintenant, donc ça c'est pour avec un point de contrôle. Si maintenant, je passe à plus compliqué, c'est-à-dire je veux passer de A1 à A2 avec deux points de contrôle. Alors il va falloir, et ça devient un petit peu lourd, mais enfin bon, il va falloir qu'entre A1 et A2, je calcule un barycentre qui va être B1T. Entre A2 et A3, même chose, je vais calculer ici. Entre A2 et A3, B2. Entre A3 et A4, B3, B3 ici. Puis ensuite, bah, pour les rouges, hein, B1 de T et B2 de T, je vais calculer le barycentre C1. B2 de T et B3 de T, je vais calculer le barycentre C2. Hein, B1, B2 de T, B3 de T, C2. D'accord? Et enfin, C1 de T et C2 de T, les deux en bleu, C1 de T et les 1, D1 de T. Ce qui va donner, quand tout va se déplacer, D1 de T va définir cette courbe-là. Alors vous voyez que cette courbe a la spécificité ici d'être tangente, de revenir, et d'être tangente ici. Elle est sous le contrôle. Et évidemment, la courbe médiante ici en vert est tangente aussi à la droite médiante, pardon, est aussi tangente à ça. Donc vous avez trois points de contrôle. Ça s'appelle une Bézier d'ordre 3. Vous avez toutes les équations qui sont là, et quand on développe, quand on substitue, on obtient ceci, et vous voyez qu'on obtient des termes du troisième degré en T, donc d'où l'application d'une qubit. Eh bien, on va voir ça dans notre petite réalité de simulation. S'il veut bien. Voilà, merci. Chaque fois, j'ai un peu de mal à descendre cet écran, je ne sais pas pourquoi. Je vais le remonter un peu parce que je veux voir le coefficient. Alors, je vais faire T va être simulé ici, va donner toutes les valeurs. Vous retrouvez, alors, il s'appelle G1, G2 et G3. G1, G2 et G3. Et voilà. Hein, ils vont se promener chacun sur leur segment. C'est-à-dire, si je prends une position intermédiaire pour que vous regardiez, ici, vous voyez, j'ai G1 qui se balade ici, G2 qui se balade ici et G3 qui est un petit peu caché. Bon. Et puis ensuite, entre les G1 et G2, par exemple, je vais avoir un point ici. Ici, entre G2 et G3, je vais avoir un point qui va être H, un H. Et puis, je vais continuer. Hein. Hop, je continue, je continue, je continue. Et ici, pour vous donner bien ce qui se passe et puis grossir un petit peu, parce que l'écriture verte, c'est peut-être pas très judicieux d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors, vous voyez bien ce qui se passe. Je suis parti d'ici. Le point G3 s'est déplacé, G2 et G1 se sont déplacés en fonction de la valeur du paramètre T qui est donné en dessous. D'accord? Voilà. Et entre H1 et donc le barycentre de G1 et G2, H2 est le barycentre de G2 et G3, et enfin, entre H1 et H2, ben, je fais K1, qui est le barycentre, qui va décrire cette fameuse courbe. Voilà, je remets, hop, vous voyez, voilà la cubique qui se dessine, qui est donc une cubique d'ordre 3, qui est exactement ce qu'on trouve sous Blender. Hein, voilà. D'accord? Voilà. Alors, pour vous montrer que c'est complètement dynamique et qu'on peut avoir des trucs un peu sophistiqués, eh bien, je vais déplacer un des points. Je vais ramener tout à 0. Voilà. Je vais déplacer un des points, le point par exemple A2, et je vais le faire passer. Oh, pardon,
excusez-moi, c'est le point A2 qu'il me faut. J'aimerais bien avoir le point A2, je vais avancer un petit peu les points, voilà, c'est le point A2 qu'il me faut. Hop, là, je fais passer A2 de l'autre côté, je remets à 0, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ben, regardez la courbe qui se dessine, vous la voyez? Eh bien ça, c'est une Bézier, hein, la courbe noire, c'est une Bézier d'ordre 3. Elle demeure, comme vous allez le voir, hein, je continue, hop, j'arrête en route, vous voyez, elle part bien d'une manière tangente, elle revient ici, elle est toujours tangente à ce segment noir, et on continue, et voilà. Alors, c'est assez intéressant à voir, hein. Ah, stop, je vais amener tout doucement le curseur à la fin. Et je vais essayer de vous montrer quelque chose qui peut être intéressant. C'est que ça coïncide bien. Shift S, curseur to center. Non, pardon. C'est pas sûr. Shift S, curseur to word origin. Voilà. Shift A, je vais insérer une fameuse courbe de Bézier. Alors, on la voit pas bien. Je vais faire quelque chose. Je vais aller ici dans les courbes de Bézier. Voilà, et je vais aller sur le bevel. Voilà, on la voit apparaître, je ne sais pas si vous voyez, elle est là. D'accord? Je vais peut-être supprimer le plan arrière. Non, c'est pas judicieux de supprimer le plan arrière, parce que sinon je vais plus voir ma courbe. Alors, je vais mettre peut-être de la couleur. Hein, je vais mettre de la couleur sur cette new. Et puis je vais la mettre en noir, en rouge par exemple. Matériel rouge. Rouge. Hop, voilà, vous la voyez peut-être mieux. Voilà. Et alors, si je grossis un petit peu, hein, si je déplace voilà, hop, voilà ma vraie courbe de Bézier dans Blender, d'accord? Et je vais essayer de vous montrer que ça coïncide exactement avec ce que je viens de calculer ici. Eh bien, regardez, je vais déjà mettre le point, ce point-là, je vais le mettre avec celui-là. Ensuite, je vais prendre ce point-là, je vais le mettre avec celui-là. D'accord? Ensuite, je vais prendre ce point-là, je vais le mettre avec celui-là, et je vais prendre ce point-là, et je vais le mettre, pardon, j'ai pas pris, je vais le mettre avec celui-là. Regardez, hein, j'y vais doucement pour que vous voyez. Regardez, la courbe de Bézier de Blender coïncide exactement avec ce que l'on vient de dessiner. Donc vous voyez, en réalité, le calcul que j'ai fait, c'est tout simplement, ces points-là, c'est tout simplement les bouts des tangentes que l'on va manipuler dans Blender. Voilà ce que je pense qui était important d'expliquer pour les courbes de Bézier. Maintenant, on va voir ensemble ce que l'on peut en faire. Regardons d'un peu plus près ce qu'on vient de voir d'un point de vue théorique dans Blender. Qu'est-ce que c'est véritablement une courbe de Bézier? Comment on y accède? Comment on la manipule? Voilà, on va parler un petit peu de ça. Alors, d'abord, première chose, pour en avoir une, il suffit de faire donc Shift A, pardon, Shift A, curve, et puis Bézier. D'accord? Il y en a des tas d'autres, hein, mais pour l'instant, on va voir simplement le petit point de départ. Voilà. Donc là, vous avez les paramètres, bon, c'est pas grave. Maintenant, la voilà. Hein, on peut la regarder dans tous les sens. Bon, c'est une ligne avec un peu courbe. Alors, on n'a pas toutes ces propriétés en mode objet. Il faut passer en mode edit pour voir apparaître ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire ce qu'on appelle un peu les poignées ou les points de contrôle, qui sont en réalité
les points de la courbe où la tangente à la courbe apparaît. Vous voyez ici, c'est ce grand segment ici, enfin deux demi-tangentes ici vous avez. Parce que ça, on va voir, c'est une importance, hein, le fait de deux demi-tangentes. Hein. Vous avez une la tangente gauche et la tangente droite, ou la tangente droite et la tangente gauche, si on se place, et là pareil, d'accord? Alors on peut jouer bien sûr sur ces poignées, c'est-à-dire on peut les déplacer. Alors on va se mettre en bonne position, on va se mettre en mode Z par exemple, c'est-à-dire vue de dessus, et puis vous voyez, si je déplace, j'augmente la tangente, donc la courbure de la courbe bouge. Donc il faut que vous jouiez un petit peu avec ça pour voir un petit peu les effets, ce que ça peut avoir. D'accord? Donc ça c'est pareil ici, on peut déplacer les extrémités, et puis on peut déplacer bien sûr le point où on veut, là, là, et ainsi de suite. Voilà, par exemple, je vais le déplacer là, pourquoi pas. Hein, et une fois que j'ai fait ça, bon, maintenant, je sais à peu près comment modifier un petit peu la forme. Hein. Je peux faire un arc de cercle, vous voyez. Si je modifie ici un peu, vous voyez, je change, je fais... Voilà. Hein, là aussi, je vais raccourcir un peu pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, voilà, voilà. Hein. Vous bougez comme vous voulez, hein, ou vous faites G si vous préférez, plutôt que hein, si je fais Shift Tab G et puis que je manipule, et ben voilà. En ayant sélectionné une des poignées, ce qu'on peut appeler les poignées du point de contrôle. Bon. Une fois qu'on a eu ça, on peut se poser d'autres questions. Euh, Par exemple, est-ce qu'on peut avoir plusieurs points de contrôle sur une même courbe? Bon, alors là, il n'y en a qu'une seule, oui. Alors on peut avoir plusieurs points de contrôle. Soit, première idée, on sélectionne donc l'ensemble qui est ici, c'est-à-dire, si vous préférez, je fais A, voilà, puis je fais B, hein, on va choisir l'ensemble. Et puis vous faites W subdivide, hein, tout ça en mode edit, hein, et ding, vous allez avoir un point qui apparaît ici, et qui va être une subdivision, c'est un point de contrôle différent, je peux agir dessus, hein, et ainsi de suite. Hein. Par exemple, je peux déplacer, changer les tangentes, et ainsi de suite. CTRL Z, voilà. Je vais revenir en arrière. Puis, autre chose, je peux en rajouter d'un autre moyen. Au lieu de faire une subdivision, je vais simplement, on peut dire, allonger la courbe. Donc, je vais faire E, je tape E, extrude, hein, et comme un mesh, et je déplace. Et vous voyez que je crée un nouveau point de contrôle avec les mêmes paramètres. Hein. Vous voyez, c'est les mêmes paramètres de tangente. Alors bien sûr, il faut après jouer sur R. Alors vous pouvez aussi vous mettre sur un point, par exemple ici, et si vous voulez faire pivoter les tangentes, vous n'êtes pas obligé de passer par les poignées. Vous pouvez vous mettre au centre, enfin au point, quoi, au point de contrôle, et puis faire R, et vous tournez, et vous faites changer la courbe. Hein, par exemple, ici on fait une espèce de sinusoïde. Voilà. D'accord? Donc, première chose, on voit ce phénomène apparaître. Une autre chose importante, ici par exemple, vous voyez que la tangente est magnifique, hein, il y a ce côté-là qui est tangent et ce côté-là qui est tangent. Mais on peut avoir envie d'avoir des ruptures, comme on le verra tout à l'heure, pour ne pas avoir cette espèce de continuité, hein, ça s'appelle un peu comme ça, en réalité c'est la dérivabilité, mais enfin bon, c'est pas après, hein, on va pas rentrer dans les détails mathématiques, mais on voudrait par exemple avoir une cassure ici, on appelle ça un point d'inflexion. Alors, il y a plusieurs moyens. Le moyen le plus simple, c'est vous tapez V, et vous voyez que on va changer le point de contrôle. Au lieu qu'il se mette en automatique, où il est par défaut, on va le mettre en vector. Et à ce moment-là, on ne voit pas a priori de changement, mais vous allez voir le changement quand même ici. C'est-à-dire que si je plie ici, il s'est pas mis en vector, V, vector, voilà, pardon, j'ai pas assez cliqué. Et bien, si je mets en vector, eh bien, là, vous voyez que je fais une cassure. Je peux casser ma courbe. Ici, j'ai plus de continuité. J'ai ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc ça, c'est utile, vous allez voir tout à l'heure, quand je vais parler des pièces techniques. Donc voilà un petit peu cette intro qu'on peut avoir sur les courbes de Bézier. Alors, on peut manipuler aussi les courbes de Bézier, on le verra tout à l'heure, avec le, en repassant en mode objet.
vous avez dans le panneau Properties un onglet qui est curve, et là vous allez avoir des paramètres de cette courbe de Bézier. Par exemple, vous voyez ici au début, il y a 2D ou 3D. 3D, ça veut dire que vous pouvez déformer votre courbe dans tous les sens. C'est-à-dire si vous repassez en mode Edit et que vous vous déplacez comme ceci, vous voyez, vous avez une courbe qui est gauche, hein, ça se dit comme ça, parce qu'elle est à la fois dans le plan et à la fois dans l'espace. CTRL Z. Si par contre vous mettez ça, eh bien vous pouvez plus déplacer la courbe sur la côte Z. Hein. Elle demeure dans le plan XY. La résolution, on en reparlera tout à l'heure. On verra qu'il y a tout un tas de paramètres qui sont intéressants. Il y en a un qui peut être intéressant aussi, que j'avais utilisé un petit peu en cachette tout à l'heure. C'est dans le paragraphe bevel. Hein, bevel, ça veut dire un peu profil, un genre comme ça. Je ne sais pas trop comment on peut traduire. On peut lui donner une certaine épaisseur. C'est-à-dire que vous allez augmenter ce depth, cette profondeur, et vous voyez, vous faites un tuyau plein. Fill cap, on peut le faire plein, c'est-à-dire on bouche les extrémités ou pas. La résolution, on peut changer, et ainsi de suite. Et donc, vous faites un tuyau. Ça a un avantage, mais ça a certains inconvénients. On verra tout à l'heure qu'il vaut mieux passer par objet en général. Voilà. Donc, je fais 0 pour revenir à ma position de départ. Voilà donc l'introduction, à mon avis, de manipulation. Alors, il faut que vous manipuliez un peu ça en fonction de vos besoins. Vous pouvez avoir des canalisations à faire, des tuyaux, des choses comme ça. Et bien, vous manipulez. Alors, petite remarque quand même, la manipulation à la main G, hein, vous voyez, bon, je fais un peu n'importe quoi, eh bien, peut se faire d'une manière assez précise, parce que si vous vous mettez en vue de dessus et en 2D, par exemple, hein, vous voyez, je vais me mettre en 2D, ben, je suis en 2D. Je vais mettre en vue de dessus, bing, eh bien, je peux avoir des manipulations précises en utilisant dans le panneau N, hein, qui des fois est caché, hein, quand il est caché, il est comme ça. Voilà, vous allez dans Item et vous avez Transform. Et Transform vous donne les coordonnées exactes. Si par exemple ici, vous voyez, je suis à peu près, là je vais en 1, d'accord. Bon, bah, je vais aligner par exemple ce point-là, je vais mettre 1, et voilà, la tangente. Et alors là, comme je suis en mode, si j'ose dire, tangente entière. Là, je suis pas comme ici où les demi-tangentes sont séparées, les deux demi-tangentes sont liées artificiellement, hein, c'est automatique. Et bien là, vous voyez, par exemple, j'ai aligné ma tangente sur la verticale, et donc j'ai des cotes précises. Hein. Et pareil pour Y, hein. Je peux prendre 0,5 par exemple, et voilà. J'ai un code exact. D'accord. Voilà. Hein. Ça va être important pour la suite, pour la manipulation des pièces. Alors, j'aimerais montrer quelques petites, petites manières d'utiliser ces curves. Alors là, par exemple, bon, j'avais fait une poterie, comme je vous l'ai montré au début, elle est recommandée par le profil par ça, et le tube englobant par ça. Alors, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on peut faire, bon, c'est pas ultra précis, hein. Si vous voulez faire des choses précises ou des gifs de millimètres, il faut peut-être pas utiliser ce genre de méthode pour construire des pièces mécaniques, plus ou moins, mais ayant un axe de rotation. Hein. Donc, pour les pièces mécaniques qui ont un axe de rotation, on peut éventuellement utiliser les curves. Voilà, comme je vais vous le montrer dans la suite. Voilà un exemple. Hein. Alors ceci, bon, c'est le plan de la pièce que j'ai fait au préalable, à part dans un logiciel de dessin, et que j'ai importé, et je vais vous montrer comment on peut faire ceci. D'accord. Bon, alors on va y aller. Pour ça, bon, je cache un peu le reste, je fais Shift S, curseur tout bord d'origine, et je vais me mettre en vue de dessus, c'est le plus simple. Voilà. Alors d'abord, je vais vous apprendre à importer un schéma de pièce avec un add-on de Blender. Alors ici, vous allez donc dans ce menu-là, là, hein, et vous allez dans Edit, Préférences, hein, vous connaissez peut-être un petit peu quand même, Add-on, vous choisissez, et puis vous allez taper simplement Image. Et voilà, vous avez Import, Export, Image as Plane. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Ça prend une image, d'accord, et ça
l'importe au travers d'un mesh qui est un plane. D'accord? Alors vous cochez, et en général, bon, je veux dire, ici vous êtes en autosave, mais si vous n'y êtes pas, bah, vous vous y mettez, ou si vous préférez, bah, vous faites save référence, et puis on va voir à quoi ça sert. Alors ça sert tout simplement à se faire un petit fond pour pouvoir dessiner proprement. Alors on va voir comment on peut y arriver. Donc pour ça, on met le curseur bien au centre, on fait Shift A, et on va aller chercher, vous voyez, image as plane. Voilà. Et je vais chercher une image que j'ai rangée quelque part. Par exemple, moi je l'ai rangée dans échange PC. Échange PC, voilà, boum. Et puis elle est en bas. Là voilà, digne. Voilà. Alors on va me dire, elle n'est pas grande, mais c'est pas grave. On va la tourner et on va se mettre ici dans le mode Viewport Chaining. D'accord? Parce que sinon on verra pas ce qui se passe. Donc d'abord, comme c'est un plan ici, hein, si vous regardez, vous avez un plan en face de vous. Je voudrais le mettre en face de moi parce que je suis en Z. Donc je vais faire une rotation par rapport à l'axe des Y, RY 90, puis je vais m'approcher. D'accord? Si je ne vois rien, c'est qu'il y a un problème, c'est peut-être que l'image est de l'autre côté. Ben non, elle n'est pas de l'autre côté. Ah ben oui, c'est parce que je ne suis pas en viewport chaining. Voilà, si je me mets en viewport chaining, effectivement, ça marche. D'accord? Donc, je toque, et ainsi de suite. Alors, je vais l'orienter correctement par rapport à mon travail. Je voudrais qu'elle soit verticale parce que c'est le profil latéral de ma pièce. Donc, je vais faire une rotation de 90 degrés, par exemple, comme ceci. Hein. Si ça c'est le haut, si ça c'est le bas. Si c'est le contraire, ben, R, X, Y, non, RZ, 180 degrés. Voilà. Par exemple, on va prendre ça. Hein. On va pas tourner pendant des heures. Bon, alors je vais me servir de ça. Je vais la placer correctement par rapport à ce que j'ai envie. Parce que si, par exemple, ici, j'ai envie d'avoir, bon, il se trouve que c'est bien l'échelle, mais sinon vous faites un scale dessus, vous changez l'échelle que vous voulez et vous essayez de trouver, par rapport à la grille, hein, il faut se mettre par rapport à la grille, vous essayez de trouver la position qui correspond le mieux. Donc c'est pour ça que c'est assez approximatif, hein, c'est parce qu'on travaille un petit peu, je dis pas à la louche, mais presque. Hein. Donc là, par exemple, si ça représente 1 centimètre, ça va faire 2 centimètres et ça va faire 3 centimètres et demi. D'accord? Donc, et puis la hauteur, pareil. Alors si la hauteur convient pas, bon, on fait un scale sur l'axe des Y. Par exemple ici, bon, bah, ça a l'air un petit peu bizarre. Donc je vais peut-être un petit peu déplacer vers le haut. Voilà. Donc là, je regarde à peu près les codes si ça me va. Et si ça me va, je reste comme ça. Hein. C'est ce réglage-là qui va vous permettre d'avoir véritablement la définition de ce que vous cherchez. Bon. Une fois que vous avez fait ça, donc ça, si vous voulez, l'axe des Y doit figurer en gros l'axe de votre pièce. Hein. En gros, ça, c'est le profil qui va tourner autour de l'axe des Y. Bon. Alors, vous allez me dire comment interviennent les courbes de Bézier. Ben, ça, c'est simple. On va faire Shift A, curve, déjà. Curve de Bézier. Ça va être la première courbe. On va lui donner un nom. On va l'appeler pièce. Hein, parce que c'est elle qui va nous donner la pièce. Donc on va la dresser comme un segment et on va la mettre, disons, sur l'axe. D'accord? Donc déjà, donc première chose, je passe en mode edit. Hein, je fais tout en mode edit, comme ça évite des problèmes de contrôle A, d'appliquer les modifications. Alors, première chose, je vais RZ, je vais tourner ceci pour le mettre à peu près horizontal. Et je vais faire, ayant sélectionné ce point, je fais un scale et je ramène les tangentes pour pas qu'elles me gênent parce qu'elles sont un peu grandes. Voilà. Et là, je fais scale, pareil. Vous voyez, méthode de travail. Ensuite, je prends l'ensemble, A, et je fais une rotation par rapport à Z de 90 degrés pour avoir le haut et le bas. Bon, alors, je veux qu'en gros, la hauteur de ma pièce soit la hauteur définie à peu près sur les projections sur l'axe des Y. Donc je prends ici, je recule un peu, je vais descendre ce point-là à peu près au niveau de celui-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est approximatif, c'est pas au dixième de millimètre, mais ça peut servir pour dépanner, pour faire une ébauche assez rapide, mais assez propre quand même. Voilà.
Alors ensuite, ça c'est la base, hein, c'est la pièce. Maintenant, il faut que j'ajoute, pour que ce genre de système fonctionne, il faut que j'ajoute une espèce de courbe d'enveloppe. C'est-à-dire, je vais partir d'un cylindre, et puis je vais un peu le modeler, hein. Le cylindre aura pour axe cet axe de Bézier. Donc pour ça, je vais aller ici, donc je suis bien en mode objet, je fais Shift A et je vais ajouter un cercle de Bézier cette fois. D'accord? Alors bon, je vais le mettre sur le côté, pas grave. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà. Et puis, bon, il est un peu grand, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Je vais aller là, sur ma pièce, et ça, je vais l'appeler, attendez, je vais le noter tout de suite, je vais le noter euh, diamètre. Hein. C'est-à-dire, c'est le tube, hein, je vais appeler ça tube. Tube. Ça sera mieux. Voilà, tube. Vous allez voir pourquoi. Alors, je vais là, ping, et je vais dans curve, et je vais descendre, toc, 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 je vais dire objet, level, objet, et je vais aller chercher ceci. Bing. Alors, bon, c'est un peu gros, vous voyez, c'est un tube, un cylindre. Voilà comment on fait un tube. Alors, comment on réduit la taille du tube? Ben, c'est facile. Vous cliquez sur le cercle et vous mettez en mode edit et vous faites un scale, bien sûr. Alors, bon, bah vous me mettez par exemple. Non, je crois que je vais prendre le plus petit peut-être. Voilà. Je vais réduire au maximum pour que vous voyez à peu près ce que je fais. D'accord? Voilà. De telle manière à ce que vous voyez le profil derrière. Hein. Sinon, bah, ça vous gêne ça va gêner pour la suite. Alors ça, c'est déjà le point de départ. Alors, maintenant, donc, on a notre tube. On va ajouter brutalement Shift A, une curve. Voilà, Bézier. On la laisse comme ça, on n'y touche pas. On va peut-être l'agrandir un peu, scale, pour qu'on la voit un peu. Voilà, vous la voyez là. D'accord. Et je vais prendre mon tube, ma pièce, quoi. Hein, je vous rappelle, celle-là, on l'a nommée pièce. Hein, voilà. Je refais ça parce que c'est pas très propre ça. Bon. Alors maintenant, je vais prendre donc mon tube, ma pièce, et je vais lui dire attends, toi, il faut que tu te modèles selon la courbe qui est là. Donc je vais prendre ça, puis voilà. Alors là, vous allez me dire c'est un peu bizarre ça. Bon, c'est pas grave, hein, on va arranger les choses. Vous allez voir, on va étant donné ceci, on va faire RZ déjà de 90 degrés pour à peu près suivre la forme de ce qu'on a. Là, je vais peut-être monter un peu comme ça, boum, voilà, pour être à peu près à la même hauteur. Et puis, pour que je puisse modeler à peu près à l'échelle. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était à peu près, c'est un peu approximatif. Alors maintenant, bah, comment essayer d'arranger les choses, hein? Bon là, je suis pas trop bien. Je suis un peu bas là. Je vais revenir ici. Ah bah non. Non, non, c'est très bien. Je vois pas bien, quoi, c'est tout. Voilà. Alors, si je me mets là, et que je me mets en mode edit, on va voir ce que je peux faire pour faire des modifications. Alors, je vais essayer de faire RZ, par exemple, pour voir. Alors, si vous voyez, c'est pas de mon côté. Par contre, si je fais de l'autre côté, là, ça commence à devenir un peu intéressant. Ici, pareil, RZ, là, je commence à avoir des choses qui se déclenchent. Scale Z, scale, hop, je regarde, vous voyez, je peux agrandir plus ou moins ça. Bon. Mais vous allez me dire, il faut que je fasse ce truc-là. Donc je vais ajouter des points intermédiaires. Hein, pour l'instant, je laisse cette forme-là. Je vais ajouter 1, 2, 3, 4 points intermédiaires. Alors comment faire ça? Ben, je sélectionne les deux qui sont là. Je fais W et je fais,
W, et je fais subdivide. Et là, je vais faire 4 subdivisions. Voilà. Bon. Je vais maintenant utiliser ces points, mais je vais les utiliser, vous voyez, il faut que c'est des angles droits. Or, ici, j'ai des tangentes normales. Donc, ce qu'il faut, c'est que je les mette ce qu'on a appelé en vecteur. Donc, je sélectionne tout et je fais V, et je fais vecteur. Et tout le monde s'est transformé en vecteur. Alors, comment je vais faire maintenant pour déplacer les choses? Ben, vous voyez, je vais essayer, alors en regardant ici, hein, mais en jouant ici, je vais essayer d'éloigner plus ou moins les points pour que ça marche. Je vais descendre ici. Vous voyez, je descends encore. Là, vous voyez, je suis trop haut. Je vais descendre ici. Là, je ne suis pas assez loin. Voilà. Ça, je voudrais bien que ça s'en aille. Là, je fais un petit peu du modelage. Hein. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet de dépanner un peu. Hein. Alors là, vous voyez, il faut que je m'éloigne pour avoir le diamètre que je veux. Donc je vais, hop, je vais gagner ici, gagner là. Alors on verra après qu'il y a peut-être à affiner. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, c'est pour faire des esquisses. Donc on suit hein, là, surtout. Et là, on tire dessus pour arriver à peu près ici. Puis on va descendre. Alors vous allez voir qu'il y a encore d'autres choses à faire, mais en gros, je vais descendre un peu ici. Là, je vais m'en aller par là. Je m'évase. Et puis là, vous voyez que ça donne des pas en biais. Alors pourquoi ça? Bah, tout simplement parce que ici, dans ma résolution, j'ai très peu de points. La résolution, c'est le nombre de points qu'il y a là. Il faut que j'en mette beaucoup plus pour pouvoir arriver à avoir mes faces perpendiculaires. Donc je vais mettre par exemple 200 points. Vous allez voir que ça change un petit peu quand même les choses. Ah pardon, j'ai pas pris la bonne. Voilà, ça c'est le piège classique. J'étais sur l'autre. J'étais sur cette curve de profil. Il faut se mettre sur la curve ici. Et là, c'est là que je mets 200 points, par exemple. Voilà. Ah, vous voyez, tac, ça va tout de suite mieux. D'accord? Alors là, donc, je resélectionne et je vais retirer dessus. Alors, je vais prendre un peu de place. Voilà. Et je vais retirer dessus pour que ça arrive à peu près, voyez, à l'endroit du point. Bon, alors maintenant, je prends l'ensemble du segment ici, je vais remonter, parce que bon, bah, hein, je veux légèrement couvrir le segment noir. Voilà. Alors, je continue mon histoire. Je vais ici, je descends, là, et là, je continue à aller par là. D'accord? Bon, là, j'ai pas été assez loin encore. Je vais prendre un peu de recul. Là, je vais descendre un petit peu, pas trop. Voilà. Là, hop. De telle manière à ce que mon trait déborde à peu près uniformément. Voilà. Et là, bien sûr, je vais revenir ici. Je vais monter un petit peu jusqu'à ce que je vois la ligne. Voilà, à peu près. Et là, je suis à peu près là. Je vais à peu près ajuster. Non, pas trop. Je suis un peu bas. Et là, je prends l'ensemble B, par exemple. Hop, ici, et je vais remonter légèrement. Alors, je vais vous montrer après comment on affine un peu, mais bon. Et ici, bien sûr, ce point-là, que je ramène pour avoir, alors là, je vais prendre les deux, et je vais les déplacer de telle manière à avoir le diamètre en bas. Voilà, à peu près. Hein. Donc vous voyez que c'est... Alors vous voyez que bien sûr que cette forme-là ne correspond pas à celle-là, mais vous voyez que vous avez à peu près ajusté les choses. Alors si vous voulez un petit peu peaufiner les choses, bah, par exemple, il y a un moyen très simple, c'est déjà de faire apparaître le panneau N, item. Pardon, je n'ai pas sélectionné ma courbe, voilà. Et, pardon, je vais y arriver, hein. Voilà. Là, vous avez les coordonnées du point qui correspond. Hein. Donc vous pouvez un peu jouer déjà sur l'alignement de ceux-là. Vous voyez, par exemple, ceux-là, il doit avoir le même Y. Donc ici, Y vaut 2, et ici, Y vaut 3 et les poussières. C'est pas trop bien. Je vais monter un petit peu. Voilà. Et là. Hop. Je suis pas en mode perspective, parce que les icônes se chevauchent avec ma figure.
Ça qui est pas bien. Bon, enfin, vous corrigez. Par exemple, ici, vous voyez, donc on a 3, ici 3, 40 machin. Hein, donc, CTRL Z, hop. Je sélectionne, je contrôle copie, je vais là. Attention en se mettant bien en global. Hein, et ici, je fais CTRL V. Voilà. Et là, je suis à peu près sûr qu'il soit aligné. D'accord? Et là, je prends... Bon, c'est bon. Là, par exemple, je suis un peu là, voilà. Là, celui-là, par contre, alors là, en Y, j'ai ça, donc CTRL copie, et je vais là, et je fais CTRL ID. Voilà. Donc, vous voyez, c'est à peu près correct, hein. On arrive à peu près à faire des choses propres. Voilà. Hop, voilà. Bon, voilà. Bon. Vous avez votre pièce, en gros, qui est... Bon, alors, je dis pas que c'est très précis, hein. Si vous voulez faire du travail précis, il faut utiliser comment on pourrait dire, le mode de mèche classique que j'ai, la fonction spin et les mèches, mais ça permet de faire une ébauche assez rapidement pour des pièces, bien sûr, en symétrie axiale. Alors, on a vu ensemble donc la poterie, hein, je vous rappelle, en gros, voilà. On a vu une pièce à symétrie axiale, hein, une ébauche, hein. Tout ça c'est des ébauches, hein, il faut pas... Eh ben on va voir une autre application possible, hein. Bon, faut pas mettre tout de suite, et on va voir qu'on peut prendre des pièces plates et... Hein, j'insiste hein, sur des pièces plates, hein, c'est-à-dire en 2 dimensions, style petit équerre, petite patte, et ainsi de suite, voyez, et puis faire des trous comme ça très facilement. Hein, et cette fois avec des cotes beaucoup plus précises que dans le cas de l'ébauche du cylindre. Là. Alors, bon, je vais un peu cacher tout ça, et on va voir ensemble comment on peut faire ce fameux rectangle. Alors, donc Shift S déjà, on va mettre le curseur to the word origin. Shift S curseur to word origin, merci. Et on va faire Shift A et on va aller on va bien se mettre en vue de dessus, ça sera mieux. Shift A, on va se mettre en vue de dessus et on va aller dans les curves, d'accord? Et cette fois, on va pas se limiter ici, on va parcourir, on va parcourir, on va parcourir. On va faire la pièce rectangulaire que je vous ai montré avec les trous. On va peut-être l'améliorer un petit peu pour faire une espèce d'équerre avec des bouts percés. Donc on cherche là-dedans et il y a quelque chose qui s'appelle rectangle. Quelque part, si on le trouve, voilà. Alors vous voyez que directement on se met en mode edit. Vous pouvez lui donner les codes que vous voulez. Hein, bien sûr, au début, hein, vous avez le rectangle option, la position et ainsi de suite. Tout vous est donné. Et si vous voulez le manipuler après, eh ben, vous laissez ça de côté et vous laissez la forme de base. Alors vous voyez qu'en forme de base, elle est sous forme, les points de contrôle sont sous forme vectorielle, hein, ils ne sont pas sous forme bitangente. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça bitangente. Alors nous, on va faire une équerre. Bon, vous allez voir que c'est... Moi, je vais faire ça un peu à la louche en vous expliquant comment on peut préciser les choses. Hein. Voilà, par exemple, là, je vais déjà tirer comme ça. Et puis là, je vais aller jusqu'à 8. J'aimerais que ce soit précis, donc je vais 8. D'accord? Et là, je suis sûr que les 2 points sont alignés. Alors, vous allez me dire comment je fais pour repartir de l'autre côté. Il suffit déjà, on va restreindre un peu les tangentes ici, pour pas qu'elles nous gênent. De toute façon, on verra que il faut s'arranger après avec les tangentes. Hein, pour l'instant, on fait un peu du modeling rapide. Donc on va saisir ces 2 points-là, hein, ou vous faites B, ça va plus vite d'ailleurs, hop. Vous choisissez ces 2 points-là, et j'ai pas réduit cette tangente-là, ce qui n'est pas très bien. Voilà, je vais faire la même chose en dessous. Parce que j'aime bien que les tangentes soient assez réduites pour pouvoir manipuler et pas trop déformer la courbe. Hein, je vous conseille de faire pareil. Alors, donc je redésélectionne, donc je fais B, je prends ça, voilà. Et là, je fais W et je vais chercher Subdivide, voilà. Et je mets un point au centre. Hein. Et là, pareil, je vais faire là, ça et ça.
ou B, comme ça, touc, et W, subdivide. Voilà. Alors j'ai mes 2 points. Alors je vais rétrécir, bien entendu. Je vais d'abord transformer. Je vais faire tout de suite. Théoriquement, ils sont en mode vecteur, mais je préfère les mettre quand même. Voilà, on ne sait jamais. Et je vais réduire les tangentes de telle manière à ce qu'elles ne me gênent pas trop dans les déformations. Ce qu'elle ne veut pas. Ah non, pardon. Il fait sur les deux. Oui, c'est vrai. C'est logique. C'est moi qui est pas bien réfléchi. Voilà, je prends les deux là et je fais scale. Hop. Voilà, je réduis au minimum et je fais la même chose en dessous. Mais pour travailler en général, je m'arrange pour avoir des petites tangentes, quitte à les rallonger après. Oui, mais si je fais delete, au lieu de scale, ça ira pas. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais déplacer ces 2 points. Par exemple, je voudrais que la patte redescende ici, pour faire une équerre, à peu près d'une certaine hauteur qu'on verra ensemble. Bon, après, vous pouvez aussi utiliser la méthode avec l'image as-plane, c'est-à-dire vous faites un dessin à l'échelle, vous le placez par rapport à la grille, et puis ensuite vous... Mais là, je vous montre un peu comment on peut faire. Donc, je vais prendre ces 2 points-là, et je vais les déplacer par exemple en 2 ici pour avoir à peu près la même épaisseur partout. Donc ici je suis à 5, ouais, je vais mettre à 6, puisque ça fait 8 ici. Et là vous allez me dire comment je fais la partie basse. C'est très simple, je prends B ici, et je vais extruder, selon l'axe des Y, le segment. Donc je fais, alors ne vous inquiétez pas, il y a des déformations qui vont se faire, mais on va y aller progressivement. Extrude Y, et je descends. Vous voyez, ça fait des petites déformations, mais c'est pas grave. Et je vais descendre, par exemple, pour moins 7, par exemple. Vous avez les cotes que vous voulez, mais je peux vous montrer qu'on peut avoir des cotes exactes. Alors, vous voyez, ça, c'est des petites déformations. C'est normal. C'est nos tangentes qui agissent pour maintenir le phénomène de tangence. Alors, ce que l'on fait, c'est on descend vers le bas et on ramène verticalement à la même cote que le point qui se situe au-dessus. C'est-à-dire, par exemple, ici, 6. D'accord? Non, mais j'ai pas pris les deux, c'est pas bon. C'est un seul, 6 ici. Voilà. 6. Paf. Et là, ça devient une chose à l'équerre. Et là, pareil, je descends le petit point, hop, hop. Là, je dois être à 8. Théoriquement, je vais mettre à 8. Voilà. Et en bas, vous allez voir que j'ai un petit problème aussi, parce que ici, mon équerre est pas bonne. Donc, je change ici, et je fais ici, et je me mets à 6. Alors, vous voyez que mon équerre commence à prendre forme. Alors, maintenant, comment faire les trous? Eh bien, vous allez voir que c'est ça. C'est là, c'est un peu pour ça que je vous ai fait ce petit tuto-là spécifique. C'est parce que c'est assez rapide quand même. Alors, je voudrais faire par exemple des trous de 0,5. Alors, comment faire? Eh bien, vous allez voir. Alors, je vais quand même vous garder la surprise. Je vais mettre mon curseur en dehors pour que vous ayez la surprise. Je vais faire Shift A et je vais ajouter un Bézier circule. Voilà. Le voilà. Et je vais lui donner un diamètre. Par exemple, il fait 0,3. On va mettre 0,5. 0,5. Voilà. Voilà, vous pouvez régler. Et après la position, alors vous voyez que par exemple sur l'axe des Y, je suis un peu haut, mais par contre pour l'axe des Y, je vais régler parce que c'est l'endroit où je vais faire le trou. Alors, je vais faire le trou. Alors regardez bien, ça c'est magique. J'avance tout doucement. Regardez. Oh, ça fait des choses bizarres. N'ayez pas peur au début. Et voilà. Et je me mets juste par exemple ici, je peux aller plus loin si je veux. Je peux me mettre à, voilà, à 1 ici, là. Et là, je règle à 1 sur l'axe des X. Alors, vous voyez, ça me donne mon premier trou. Et alors, bon, soit je recrée Shift S un autre cercle, on peut, Shift A Circle, voilà, et je prends, et je me déplace. Là, par exemple, je vais à la verticale. Là, je me mets là. Et bon, là, je suis à moins 6 à peu près. Moins 6. Donc, moins 6. Bing. Voilà. Et j'ai mes 2 trous. Vous voyez?
Bon, alors si je veux remonter, je les ai fait exprès pour que vous voyez que je peux les mettre à différents niveaux. Mais je peux faire des trous avec une autre forme. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je peux faire Shift A, par exemple, avec quoi? Ben, regardez, il y a des formes rectangulaires. Donc je peux faire une forme rectangulaire. Alors je peux lui donner les dimensions. Pardon. CTRL Z. Parce que là, c'est un peu important. C'est pour ça que ça cache tout d'un coup et vous pouvez être surpris. Je vais me mettre en dehors, comme ça. Shift A. Je vais faire un rectangle. Bon, il me le met à chaque fois dedans. Bon, c'est pas grave. Bon, ben, c'est là. Hop. CTRL Z. Bon, on peut prendre de Shift A. Qu'est-ce que je peux prendre comme forme? Par exemple, une ellipse ou je sais pas, un autre. Je sais pas ce que c'est, rhombe. Voilà. Voilà. Par exemple, un rectangle rond, un carré dans l'autre sens. Ben, vous voyez, je le déplace. Je le mets à l'endroit où je veux. Et ici, et je fais un scale parce que bon, ben là, il est un peu gros. Voilà. Puis je peux le tourner comme vous voulez. Donc, vous voyez, vous savez la forme de votre équerre. Maintenant, vous allez me dire, je sors mon objet, mais là, ça n'a pas du tout d'épaisseur. Hein, c'est un dessin, quoi. C'est un bout de papier. Enfin, ben si on peut mettre de l'épaisseur, vous allez voir, on peut lui dire, lui, je voudrais que tu me donnes une certaine épaisseur. Pour ça, vous allez ici dans le menu Property, vous vous déplacez dans Géométrie et vous voyez que vous avez Extrude. Et Extrude, par exemple, je voudrais une pièce qui fasse, je sais pas moi, 2 mm d'épaisseur. D'accord? Voilà. Et ben, vous avez votre pièce. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez faire les pièces que vous voulez. Bon, c'est un peu, c'est des rectangles, hein, c'est des. Bon, après, on peut peaufiner, hein, on peut prendre des bouts de cercle, faire des bouts arrondis, et ainsi de suite. Mais ça, c'est à vous de rechercher un petit peu, hein, avec l'expérience que vous aurez déjà avec les pièces carrées, comment on peut faire des pièces avec des formes un petit peu plus compliquées. Alors, maintenant, une petite remarque, c'est que ça, si par exemple on désire l'imprimer, ça marche pas, parce que c'est des curves, d'accord? Et si on regarde le maillage, il est moche comme tout, d'accord? Il est comme ceci, d'accord? Alors vous allez me dire, comment fait-on? Eh ben, il faut déjà les transformer. Alors, on ne peut pas les laisser sous forme curve, on va les transformer en mèches. Donc, première chose, on les transforme en mèches, on va donc en mode objet, et ici, vous avez un truc qui s'appelle Convert to, et vous mettez Convert to Mesh. Et là, vous avez un mesh. Alors, un mesh, pas très joli au niveau du maillage, hein, ce qui peut poser des problèmes pour une impression. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va rester en mode wireframe, comme ça on verra un petit peu ce qui se passe. On va ajouter ce qu'on appelle un modifieur. Alors là, il faut faire très attention selon les capacités de votre machine. Je vous préviens tout de suite. Moi, d'ailleurs, je ne vais pas pouvoir le faire assez loin parce que comme j'enregistre en même temps, je vais planter à coup sûr. Ce modifieur permet de remailler d'une manière régulière, plus régulière du moins, cet objet dont vous voyez les edges et les vertices, hein, en edit mode. En edit mode, si j'y vais, vous voyez tout ça, c'est des edges et c'est des points. Hein, mais c'est un peu bizarre. Enfin, c'est fait par l'automatisme de la conversion. Alors maintenant, si j'aide ce modifieur, il s'appelle Remesh. Si je le retrouve, Remesh, voilà. Regardez ce que ça fait d'un point de vue quasiment immédiat. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai rien touché. Je l'ai laissé en voxel. Alors, l'inconvénient du voxel, vous allez voir tout de suite, c'est que ça fait des bords légèrement arrondis et c'est pas très beau. Je vous propose le mode Sharp. Mais le mode Sharp, vous voyez que pour les trous, c'est un peu bizarre. Alors, il faut augmenter un petit peu jusqu'à 6. Alors, je ne vais pas plus loin. Vous essayez selon vos machines. Hein, mais si vous regardez déjà, c'est pas mal comme maillage. D'accord? Hein, c'est un maillage qui est assez propre.
Et donc, une fois que vous avez fait ça, eh ben vous faites ici Apply et vous avez un mesh au sens traditionnel du terme. Et vous avez votre écart. Alors c'est valable pour tous les exemples que je vous ai donnés jusqu'à maintenant. N'oubliez pas le remesh et puis faites des essais. Au fonction de la puissance de votre ordinateur, vous obtenez quand même quelque chose qui est assez propre. D'accord? Voilà. Qu'en est-il des curves et des nodes géométriques? Eh bien, on va essayer avec les nodes géométriques de faire ce genre de pièces. Alors vous me direz, c'est pas un intérêt énorme. Bon, mais ça peut vous donner des idées pour toutes les pièces qui sont en rotation, qui ont des caractères de ce genre-là, hein. J'avais fait un, une petite vidéo sur le modeling de pièces un peu de ce style-là. Et ben, on va voir qu'avec les géométries de nodes et les curves, on peut faire aussi ça. Et en plus, l'avantage, c'est que c'est réglable au millimètre près, hein. On peut après jouer sur les diamètres de tous, si j'ose dire, les participants, c'est-à-dire les diamètres, hein, de chacun des trucs, et puis la hauteur, bien sûr, ou l'épaisseur de, comment on pourrait appeler ça, du petit collier quoi, qui est au centre, hein, d'accord? Comme ça, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut le faire disparaître, on peut le faire apparaître. Bon, enfin bref, on peut jouer. Alors, pour ça, on va essayer de voir ce que l'on peut faire avec les geometric nodes. Donc, on va faire un new, si j'y arrive sur l'écran de contrôle, new, général, voilà. Il me dit non, don't save, voilà. Je vais mettre ici, je vais essayer de me mettre en plein écran, voilà. Voilà, nous y sommes. Bon, alors donc, curve et geometric nodes. Bon, eh ben on va déjà, bon, on va garder ce cube qui nous servira comme base pour les géométriques nodes, hein, mais on va le faire disparaître, il ne nous servira à rien, hein, en réalité. Donc, on va se mettre dans l'espace, ici, vous en avez un qui est tout près, Geometric Nodes, qui est là, et on va faire New, on va mettre ici, on va couper ici, parce qu'on n'en a pas besoin, on va le garder ça de côté, on verra pourquoi tout à l'heure, et on va faire, par exemple, là, on va mettre, alors, on va pas se préoccuper de ça, du tout, on va se préoccuper surtout des Geometric Nodes. Alors, Geometric Nodes, on va ajouter Shift A, si vous regardez bien, dans les curves, vous avez curve primitive, vous avez les pièces, segments de Bézier, circule, et ainsi de suite, vous avez une line. Alors, qu'est-ce que c'est une line? Eh bien, une line, c'est une courbe de Bézier qui part ici de ce point-là, donc on va le laisser en 0, et qui va en ce point-là, d'accord? Alors on ne la voit pas parce que elle n'est pas reliée à la géométrie. Alors si vous regardez bien, on la voit légèrement ici. Alors vous me direz, c'est pas très pratique à voir. Ben non, pour la bonne raison, c'est qu'il faut un petit peu arranger les choses. Alors pour ça, on va faire, on va rajouter tout de suite un nœud qui permet de visualiser un petit peu mieux les choses, hein. On va aller le chercher, on va aller chercher curve et on va aller chercher curve to mesh, c'est-à-dire ce qui transforme le mesh en curve, et surtout on va lui mettre un, un, un profil, Shift A, on va l'appeler circle où il est, les cercles, voilà, curve circle, on va lui mettre 0,1 par exemple, voilà, ici, et on va le mettre là. Voilà, on a notre tuyau que l'on peut boucher, hein, je vous signale ici si on fait ça, si vous regardez de près,
Ici, je bouche les faces de ma pièce. Donc j'ai déjà ma pièce qui est comme ça. Alors maintenant, vous allez me dire comment je vais pouvoir faire les petites choses dont je vous ai parlé. Alors, en sachant que bien sûr, il faut bien se mettre en vue de face, hein, que ici j'ai pris comme longueur 1 pour que vous puissiez vous repérer par rapport aux graduations de l'espace. Bon, je vais donc pousser un peu tout ça sur le côté. Et puis maintenant, j'aimerais bien faire mes encoches. Alors comment faire ça? Eh bien pour ça, il faut déjà que la résolution de votre segment, on en a déjà parlé sur le vase, hein, soit assez importante. Pour ça, il faut, comment on pourrait dire, augmenter cette résolution. Donc pour ça, on va prendre euh, euh, un node qui s'appelle Resample Curve. On va essayer de le trouver, Resample Curve, on search Resample Curve, voilà, c'est plus simple. Hein. Il y en a tellement dans le curve. Et puis on va le mettre carrément tout de suite sur au moins 300. D'accord? Sinon on n'aura pas assez de points, et ce qui fait qu'on aura des pans en biais. D'accord? Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va jouer, hein, sur la position des... Hein, si vous voulez, vous avez des, des rayons, hein, des points, la position des points, et vous avez chaque point est situé à la distance par rapport à l'axe central. Eh bien, on va jouer par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on va aller chercher Shift A dans Capture, dans un node qui s'appelle curve, qui est paramètre, curve paramètre, voilà, le voilà. Curve paramètre va me donner en gros les composants, les points composants, on va dire ça comme ça, hein, les points composants ce tuyau. D'accord? Pour ça, j'ai besoin, moi, que de la cote Z. Donc, je vais aller chercher un vecteur. Vecteur. J'ai perdu les vecteurs. Voilà, vecteur. Vector separate, x, y, z. Je prends ça. Alors, vous avez un champ, hein, puisqu'il y a beaucoup de points. Et donc, vous avez un champ de points qui chacun donne, en particulier, la hauteur, la cote x, la cote y. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est celle-là, hein, c'est z. Parce que z, je vais dire, si z est plus petit qu'une certaine valeur, donc Shift A, il faut que j'aille chercher un comparateur, et pour ça, je vais aller dans les Utilities, et je vais comparer, Compare Float, et je vais dire, si z est plus petit, par exemple, qu'une valeur que la moitié, 0,5, je vais avoir, je n'ai pas marqué 0,5, d'accord, 0,5, y arriver, voilà. Eh bien, je vais, si z est plus petit que 0,5, je voudrais un certain diamètre, et sinon, je voudrais un autre diamètre. Donc déjà, je vais prendre deux diamètres, donc je vais les appeler value. Je vais faire input value. Alors, pour pas me tromper, je vais tout de suite faire les choses proprement. N. Celui-là, je vais l'appeler diamètre 1. On pourrait même mettre diamètre O. À O. Ça sera plus. C'est-à-dire celui qui se trouve en haut. O. D'accord? Voilà. Là, Shift D, je vais multiplier et je vais changer de nom. Je vais l'appeler diamètre bas. Alors, j'ai choisi arbitrairement des valeurs. Bon, j'ai pris 0,8 pour le haut. Hein, ce sont des valeurs exactes en mètres. Hein, enfin, oui, en mètres.
pour l'instant, mais si j'ai choisi des décimètres, c'est des centimètres, c'est des centimètres. Et en bas, je vais prendre 0,5 par exemple. Voilà. Et alors, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh bien, je vais dire, dans un premier temps, hein, pour simplifier, parce que sinon, après, comme il y a un emboîtement de conditionnel, il faut que on fasse les choses proprement. Alors, si z est plus petit que 0,5, donc que la cote, c'est-à-dire s'il est inférieur à la moitié, hein, parce que c'est tout simplement la hauteur de ça, ben, je vais faire Shift A, ben, je vais faire un switch, hein, je vous rappelle, pour que vous ayez en mémoire les utilities. Où c'est qu'il est là? Switch, utility, switch, voilà. Voilà, je vais brancher ici, je vais mettre en vecteur, parce que c'est des vecteurs que je m'habitue, et je vais prendre le champ des ailes, qui sont le booléen de comparaison, et je vais le mettre ici, d'accord? Et là, je vais brancher false. Alors, si x est plus petit que 0,5, bon, je vais mettre par exemple 0,8, d'accord? Hop. Et ici, si c'est plus grand, 0,5. Et ça, je vais l'emmener dans quelque chose d'un peu spécial qui fixe le radius, comment on pourrait dire, oui, c'est le radius, le rayon du tuyau, d'accord? Je vais fermer ça, là, le rayon du tuyau, que je vais faire intervenir, à quel niveau? Ben, je vais le faire intervenir ici, par exemple, Shift A. Cet radius, donc c'est dans les curves, cet radius, je le trouve, oui, ben attendez, si je me semble l'avoir vu, cet radius, voilà, je vais le mettre là, d'accord? Et ben, mon output, je vais le brancher sur ce radius. Ding. Et vous voyez, ça marche parfaitement. Vous avez exactement ce que je voulais. Vous avez entre 0 et 5, entre 0 et 5, j'ai 0,5, hein, puisque ça correspond à vrai, plus petit que 0,5, et entre 5 et 1, ça correspond à faux, et donc je reçois 0,8. Et donc je peux même, alors c'est là que c'est intéressant, je peux jouer sur les deux. D'accord? Donc, on a réussi à faire cette partie-là. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est réussir à faire quelque chose dans ce genre-là. C'est-à-dire, vous voyez, entre 0 et 2, on va avoir un diamètre bas, entre 0,5 et 1, on va avoir un diamètre haut, et entre les deux, on va avoir le diamètre de la collerette. D'accord? Et ça, c'est bon, l'axe des ailes. Alors, comment faire ça avec la connexion logique? Eh bien, on peut mettre en parallèle ça avec un système logique d'arbres. Hein, en gros, je rentre par là. Je regarde si z est plus petit que 0,5. Donc z plus petit que 0,5, je suis dans cette zone-là. Si c'est vrai, donc je suis dans cette zone-là, d'accord? Il faut que je regarde si z est supérieur à 0,2. Si z est supérieur à 0,2, si c'est vrai, donc si z est supérieur à 0,2, je suis dans cette partie-là, j'ai le diamètre de la collerette. D'accord? Si z n'est pas supérieur à 0,2, c'est-à-dire si z est supérieur à 0,2 est faux, c'est le diamètre bas que je dois prendre comme valeur. Et enfin, si z n'est pas plus petit que 0,5, c'est-à-dire il est dans cette zone-là, il faut que je prenne le diamètre haut. Voilà ce qu'il faut que j'arrive à passer dans les géométriques notes. Alors, hop. Alors je reviens à ma petite problématique. Alors ce que je vais faire, je vais un peu collapser tout ce qui est pas intéressant pour pas que vous soyez trop, enfin, qui va pas jouer un rôle essentiel, qui va pas être changé énormément pendant le travail. D'accord? Voilà, voilà, voilà. Ça va pas bouger. D'accord? Voilà. Le reste, on va regarder de plus près. Alors ça, c'est la partie Z plus petit que 0,5. Et là, j'arrive sur vrai et faux. Alors je vous conseille de déconnecter ici déjà et de déconnecter ici. Et puis, vous voyez qu'on a le diamètre haut, le diamètre haut. Ah, tiens, je l'ai appelé deux fois le diamètre haut, c'est idiot. N. Je vais appeler le diamètre bas. N. Diamètre bas. Ah oui, c'est là. Bas.
Voilà. Des fois, ça arrive. Et maintenant, il faut le diamètre de la collerette, hein, parce que je vous rappelle qu'on a 3 diamètres à avoir. Hein. Bon, alors, on va chercher diamètre collerette. Shift D, brutalement. Et on va mettre 1 ici. Et puis, on va l'appeler diamètre collerette. Collerette. Il y a 2 L. À vérifier. Hein. Collerette. Pas très important pour l'instant, mais moi, ça me gêne des fois. Alors, voilà, collerette. Donc, j'ai ça, ça et ça. Maintenant, je vais essayer de l'organiser. Alors, vous voyez déjà que j'ai nommé ce switch-là Z plus petit que 0,5. Hein, ce qui me permet de savoir que je suis dans cette première arborescente de switch. Maintenant, je vais en créer un deuxième qui est celui-là. D'accord? Donc, je vais aller dans Shift A, Utilities, qu'il faut que je retrouve, voilà, Switch, et je vais marquer Vector, voilà, et je vais mettre, alors je ne vais pas me préoccuper du booléen pour l'instant, mais je vais simplement dire ici ce switch là, eh bien il est commandé par Z supérieur à 0,2. D'accord? Voilà. Bah, tiens, j'ai pas mis supérieur. Voilà. Donc, voilà. Supérieur à 0,2. Voilà. J'ai mes 2 switches qui correspondent en gros à cette bifurcation-là et cette bifurcation-là. D'accord? Comment faut-il que je les branche? Bah, vous voyez que le switch Z égale 0,2 doit être branché sur la partie vraie de l'autre switch. Donc, je mets ça de côté pour ne pas le perdre et je vais brancher ça sur la partie vraie. D'accord? Voilà. Déjà, première étape. Deuxième étape. J'y vais doucement parce qu'il ne faut pas se perdre. Si Z inférieur à 0,5 est faux, je dois avoir le diamètre O. Donc, Z inférieur à 0,5, diamètre est faux, voilà, j'ai le diamètre O. Donc, je le place. Bing. Voilà, déjà. Vous voyez qu'il y a des choses qui apparaissent. Bon, c'est un peu bizarre pour l'instant, mais c'est pas grave. Maintenant, pour Z supérieur à 0,2, si c'est vrai, j'ai le diamètre de la collerette. D'accord? Donc, vous voyez, ils sont un peu inversés. Ah, ça y est, j'ai encore perdu. J'ai pas de chance. Enfin, bon. Je vais mettre celui-là là et celui-là là. Et théoriquement, si tout est bon, enfin, c'est pas tout à fait bon parce qu'il me manque un booléen de comparaison, mais en gros, j'ai branché mes switches, d'accord? Et vous voyez que je procède un peu plus à l'envers que la dernière fois, mais je vais prendre un booléen, un compare, je vais prendre Shift D pour vous montrer qu'on peut faire aussi les deux. Et là, hein, je vous rappelle, il faut que je fasse greater than 0,2. Hein. Si je le retrouvais, ça m'arrangerait, mais je ne le retrouve pas. Alors, greater than, je vais mettre là, greater than, et je marque point 2. D'accord? Et ce booléen-là, il faut déjà que je l'alimente par Z sur pardon, excusez-moi, je n'ai pas pris le mot. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Je suis un niveau en dessous. Là. Voilà. Z, je vais l'alimenter ici. Et je vais le connecter là. D'accord? Et vous voyez que ça commence un petit peu à marcher. Alors, peut-être il y a des inversions, je vais voir. Vous voyez, par exemple, le diamètre de la collerette n'est pas au bon endroit. Donc, peut-être suffit-il d'inverser. Ici, je me suis trompé dans le vrai ou le faux, puisque j'avais perdu mon petit schéma. Bon, voilà, c'est bon. Là, je mets ma collerette ici. Ah oui, c'est le true et le false. Le false étant en premier, j'ai du mal un peu. Mais bon, voilà. Alors, donc, vous voyez, je peux jouer sur le diamètre de la collerette. OK? Je vais essayer de grandir un peu. Je vais ramener mes paramètres le plus possible pour que vous voyez. Voilà. Alors, d'abord, je peux jouer là. C'est intéressant. Je peux jouer sur le diamètre bas. D'accord?
je peux jouer sur le diamètre haut, mais de plus en plus fort, je peux jouer sur la position, hein, de la collerette. Alors c'est un peu fort quoi, mais on peut faire des subdivisions et ainsi de suite. Et là j'ai all out greater than, voilà. Essayez de remonter pour que vous voyez tout. C'est sur petit écran, c'est un peu difficile. Mais alors, je vais remettre à 0,2 ici, point 2. Voilà, pour que vous voyez que je peux jouer aussi sur celui-là. Hein. Si je donne un petit peu plus loin, vous voyez, je joue sur la position, la hauteur, si j'ose dire, de la colette. Ça, c'est pas la hauteur, c'est la... Enfin, si, c'est la hauteur, mais c'est sa position aussi par rapport en bas. Donc, je peux jouer sur tous les paramètres. Donc, vous voyez, avec tout ça, je peux jouer comme je veux. Voilà un exemple d'utilisation des geometric nodes. À vous de voir si ça apporte ce que vous désirez faire. Mais vous voyez qu'on a réalisé quand même ce qu'on avait souhaité. Voilà. Alors, cerise sur le gâteau, vous allez voir qu'en ajoutant un petit groupe de nodes, on peut ajouter des formes un petit peu différentes à cette figure-là, c'est-à-dire éviter les cylindres, mais par exemple avoir des formes coniques. Alors j'ai préparé un groupe de nodes, je vais le grossir exprès. Vous voyez, c'est un facteur, un node de multiplication et un node d'addition. Alors on va greffer ça par exemple sur le diamètre de la collerette, d'accord? Et on va connecter cette entrée-là, vous allez voir, on va ajouter au diamètre de la collerette ce facteur-là. Et vous allez voir ce que ça va donner. Alors, j'ai mis un facteur de multiplication pour que on puisse... alors, la collerette, bien sûr, disparaît, puisque il n'y a rien qui s'affiche. Et vous allez voir que je vais greffer ici, tout simplement, la valeur de Z. Et je vais ajouter, en gros, en fonction de la position du point, une partie plus importante en remontant, par exemple, en ajoutant. Et si je connecte, regardez ce que ça donne. Alors ça donne des choses un peu grandes comme ça, parce que ici, j'ai un facteur de multiplication qui est un peu important. J'ai mis à 5 ici, c'est un peu grand. Je vais mettre à... voilà. Je mets à peu près ça. Et puis ici, je vais faire ceci. Vous voyez, là, voilà. Vous voyez, j'ai un petit cône et je peux faire une soustraction de l'autre. D'accord? Et j'ai mon cône de l'autre côté. Si je diminue un peu le diamètre de la collerette, vous voyez, j'ai un petit cône qui apparaît. Alors vous me direz, pour calculer l'angle, eh ben, il faut un petit peu jouer sur ces facteurs-là, mais vous pouvez jouer sur les facteurs. Alors là, moi j'ai fait Z, c'est pas très astucieux, mais le plus astucieux, c'est par exemple X. Vous allez voir. Oui, enfin, je n'ai pas l'air très astucieux non plus. Mais enfin, vous pouvez jouer sur les multiplicateurs pour que, éventuellement, ça agisse d'une manière un petit peu plus forte. D'accord? Voilà. On peut aussi peut-être avancer les choses d'une manière un peu différente en faisant ceci, par exemple, en augmentant les effets. D'accord? C'est-à-dire en augmentant... c'est à vous de voir hein, toutes les possibilités que l'on a de travailler. Le facteur de multiplication, ben, vous voyez que si on l'augmente, on obtient quelque chose qui obtient comme ceci. Et voilà. Hein. Donc c'est... Si on fait add, bien sûr, ça va changer un petit peu les choses. Voilà. Bon, c'est des idées comme ça que je mets en route. Ça, c'est la première cerise sur le gâteau. En additif par rapport à ce qu'on vient de faire sur cette figure, je voudrais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant. C'est surtout
pour les géométriques notes, parce que là, bon, quand même, on fait une figure très particulière, mais ça peut être intéressant sur les géométriques notes. C'est-à-dire que les entrées qui sont là sont parfois difficiles à manipuler. On aimerait bien les avoir dans quelque chose qui est plus facile à manipuler. Et vous allez voir qu'on peut les faire apparaître dans le panneau des properties sur les modifieurs, et le geometric node qui apparaît là, hein, ben, il est là, d'accord. Eh bien, on peut lui donner un nom, hein, parce qu'on peut avoir plusieurs geometric nodes. Par exemple, on peut l'appeler pièce 1, celui-là, pièce 01, d'accord, voilà, comme ça, et ça peut servir. Et puis, vous allez voir qu'on peut faire des petites choses assez intéressantes. Alors, pour vous montrer ça, je vais vous montrer qu'on peut, le fameux, vous savez, ça c'est le cube, hein, en réalité, le cube de début, tout au début, que je m'en suis absolument pas occupé, et pourtant il va me servir là, c'est pour ça que je vous avais dit qu'il m'en servirait plus tard. Il va me servir parce que je vais utiliser ça, qui est pourtant pas très actif, mais vous allez voir que on va un petit peu, si j'ose dire, truander. On va faire Shift A, on va prendre, je sais pas, peu importe, hein, Vector Math par exemple. Et puis on va faire apparaître, ici on va essayer de joindre cette chose-là avec ça. Tac. Et là, on s'aperçoit qu'apparaît vector, ici, qui est tout simplement la valeur qui correspond à ce que j'ai branché ici. Alors vous allez me dire, c'est pas très utile parce que vector c'est un peu vague. Eh bien si, parce qu'on peut ajouter les choses ici. Vous voyez, si vous donc vous allez sur groupe, hein, et c'est-à-dire qu'en gros, vous affichez les entrées et les sorties, hein. Ça, c'est input, output, hein, parce qu'on peut faire les mêmes choses sur l'input et l'output. C'est utile aussi. Et vous voyez que mon entrée vecteur est apparue ici. Alors, je peux, en cliquant dessus, la renommer et dire par exemple, eh ben, je vais rentrer ici le diamètre, par exemple, diamètre O. Diamètre O. D'accord? Voilà. Je nomme diamètre O. Vous voyez l'appareil ici? Alors c'est vachement intéressant. Et puis, bah, je peux lui mettre la valeur que je veux, hein. Par exemple, ici, bah, vous voyez que le diamètre O, bah oui, mais c'est un vecteur, c'est un float, c'est pas un vecteur, donc je le mets en float, d'accord? Hein, en nombre, si vous préférez. Et là, donc, je peux retirer maintenant cette chose-là, dont je n'ai plus besoin, hein. C'est simplement un prétexte pour ouvrir une entrée ici. Et je peux remplacer ici le diamètre O qui était sous forme d'un odds, je peux le remplacer par cette clé-là, et je vais mettre la valeur à peu près qui correspond, donc j'avais mis, je sais plus ce que j'avais mis, 1, non, diamètre O, j'ai mis 1, ouais, j'ai mis 1, bon alors je vais mettre 1, 1, voilà, tac, d'accord, et puis je vais utiliser cette entrée-là pour la brancher à la place de diamètre O. Et vous voyez que rien ne change, je peux malgré tout virer ça, mais maintenant j'ai accès direct à ça. Alors je peux recommencer. Je vais faire, hop, une deuxième entrée, poum, là, vous voyez, vecteur apparaît, je vais l'appeler diamètre bas, voilà. Alors, il faut la mettre non pas en vecteur, mais en float, hein. Si c'était un vecteur, on mettrait vecteur. Et puis, bon, bah, je coupe ici, hein, contrôle, et puis clic, voilà, tac, et je branche diamètre bas à la place de l'autre diamètre bas que je vais pouvoir faire disparaître. Là, vous voyez, il a disparu là-haut, X. Mais si je rebranche ici en mettant, j'avais mis, je sais pas, 0,5 par exemple, 2, 2 par exemple, peu importe, hein. Bah, je vais voir, voilà, je mets, et on va voir ce que ça donne. Paf, c'est parfait. D'accord? Et je peux encore recommencer. Alors, vous voyez comme hein, j'ai rien dit. On va mettre ici, tac, hop, vector, là, diamètre collerette, alors type float, diamètre, name, diamètre collerette,
hop, et vous avez votre diamètre collerette qui va venir se mettre ici. Mais comme elle est à 0, bah, je vais la mettre là, je sais pas, 4. Voilà, 4. Et vous avez plus besoin de ça. C'est-à-dire que maintenant, à la limite, on peut se passer de cette fenêtre-là, d'accord? Mais on peut agir directement sur le diamètre haut ici, le diamètre bas ici, et la collerette ici. Vous voyez? C'est pratique, hein, ça peut être pratique dans d'autres circonstances que ça, mais vous voyez qu'on peut le faire. D'accord? Alors, quelques recommandations pour éviter des ennuis. Avec les curves, il y a des choses qui dépassent le domaine de mes compétences, mais que je tiens à vous signaler parce que ça peut poser des problèmes. Vous avez remarqué que quand j'ai fait, déjà, première remarque, quand j'ai fait, quand j'ai fait Shift A et que j'ai ajouté une curve rectangulaire, ici, où est-ce qu'elle est, rectangle, voilà, elle s'est mise tout de suite en plein. Ce n'est pas le cas forcément, ça dépend de vos réglages, hein. Donc il faut se méfier d'une chose. Comment savoir si je trouve par exemple pas de remplissage, comment je fais? Alors, c'est pas très difficile, il suffit d'aller ici dans les curves, déjà de se mettre en 2D, hein. N'oubliez pas de vous mettre en 2D quand vous abordez ces pièces rectangulaires. Pour les autres, au contraire, vous pouvez travailler en 3D. Mais je vous conseille pour celle-là, c'est même obligatoire, si vous voulez cette pièce rectangulaire, vous travaillez en 2D. Mais c'est pas tout. Il y a quelque chose qui s'appelle fill mode, moi que je traduirais par méthode de remplissage, d'accord? Et aller sur both, ce qui veut dire les deux. Et quand on regarde bien, il y a none. Et la plupart du temps, elle est par défaut en none. Et donc, on n'arrive pas à trouver comment remplir. Et il faut, alors, vous avez back, front, ça veut dire sûrement que je, je crée la normale vers l'avant ou vers l'arrière. Mais par contre, je ne comprendrai pas pourquoi both, hein. Mais moi, je me mets par défaut sur both. Bon, enfin bref, il faut se mettre par défaut sur both. Donc ça, c'est la première remarque. Donc je repasse en mode objet, X. Et alors, une deuxième remarque, la méthodologie. Par exemple, vous vous souvenez que quand j'ai créé Shift A, des profils, hein, pour obtenir la poterie, eh bien, j'ai eu quelques avatars pour les raisons suivantes. Alors, déjà, quand on introduit une première mèche, une courbe de Bézier, pardon, R Z, par exemple, ici je la remets verticalement, comme ça, peu importe, d'accord? Et que je veux, à partir de ça, créer ma poterie, ou ainsi de suite, hein. Alors, je vous rappelle, il faut rajouter un cercle, donc je me mets à côté, Shift A, je rajoute un cercle, mèche, et, non, curve, pardon, circle, voilà, et je vais associer ça pour faire ce qu'on appelle un bevel. Alors, ne touchez pas, dans un premier temps, à votre courbe ici. Vous pouvez lui faire une rotation en mode solide, mais n'essayez pas de la redresser, ainsi de suite, parce que ça va créer des ennuis par la suite. C'est-à-dire il faut la prendre brute, quasiment, et lui appliquer, par exemple, le bevel. Alors ici, donc, je vais mettre le bevel, je vais aller chercher, objet, boum, et je vais chercher le bevel. Voilà, ding. Vous voyez, j'ai bien le bevel. Seulement après, vous allez éventuellement la redresser. Alors si vous voulez, RZ, voilà, par exemple. Et puis, vous la laissez comme ça, et vous allez à côté, et vous allez ajouter, le Shift A, la curve qui va vous donner le taper. C'est-à-dire, je vous rappelle, c'est ce qui donne un peu la forme, un peu, de la courbe. Alors là, vous pouvez éventuellement faire RZ, 90 par exemple, d'accord? Et puis vous prenez ça et vous lui dites, je voudrais que ça, ce soit le taper. Donc vous allez là et vous allez là. Et vous voyez, bon, on arrive à avoir quelque chose, hein. Mais après, vous pouvez jouer sur cette
courbe-là. Une fois que vous avez eu le taper, c'est-à-dire la déformation, eh bien à ce moment-là, vous pouvez jouer, passer en mode edit et refaire les choses que vous avez. Ne le faites pas avant, parce que si vous faites avant, vous allez avoir des tas de problèmes, ça ne fonctionne des fois pas. Hein. Moi, j'ai eu des tas d'avatars. Voilà, voilà. Hein. Bon, après, vous faites. Hein, je pars fond le tuto depuis le début. Mais je vous donne ces deux conseils. Hein. C'est-à-dire, le taper, vous le faites quasiment brut à partir de la courbe de profil. Et puis après, vous faites les déformations, hein, parce que sinon, il y a des ennuis.